Bienvenue sur les RP 2.0, émission Outre-mer 2.0. Nous avons aujourd'hui de la Martinique Rosa, de Mayotte Maouli et Jawad, de Paris Vincent et du QG Zatalé à la Réunion. Nous avons Arthur, Ludo, Anaïs et Marie-France qui est là bientôt. Regardez, tac, elle est là, voilà. Et on a même Xavier avec Ludo. Et ouais, il y a même Xavier avec Ludo là, effectivement, je l'avais pas vu. Salut Xavier. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la troisième émission de l'Outre-mer 2.0. Bienvenue. Et on va vous parler un petit peu des municipales, du coronavirus et de ce qui se passe un petit peu en règle générale, quoi, des informations que dont vous avez accès ou pas, enfin bon. Et voilà, notamment Mayotte, qui est quand même un endroit où au niveau de l'info, c'est assez flou de ce qui circule, quoi, et on va pouvoir avoir des précisions en direct des habitants, un petit briefing, quoi, voilà, c'est ça, sur ce qui se passe là-bas, quoi. Et ben, bienvenue à tout le monde, et puis on va commencer par Ludo, qui est au QG Zatalé, et qui va nous faire une petite visite, présentation de ce qui s'y passe, avec son beau sourire, regardez-le, comme il est content. C'est patient, allez. Bonjour à tous. Comment il est? Là, yeah. Bonjour partout. Comment il est? J'espère que vous allez bien. Ben là, nous commençons avec vous. Vous êtes tout le temps nous par la zone du QG Zatalé. Là, la technologie a fait miracle, donc on peut vous le présenter enfin le QG. Yeah. Du coup, le QG, ben, de là, tu vois, il y a plein de petites maisons à droite à gauche. Certaines personnes sont consultantes. Et là, ici, c'est la pièce principale du QG. Là, on fait tous les recosés depuis plus de 14 mois. Là, les gars, est là. Et bah, bonjour tout le monde. Outre-mer 2.0. Les gars, on est un peu fatigués, ils sont au travail toute la journée. Maouli veut réagir. Maouli, tu as une question? Voilà. Bobé. Et une question pour tout le monde, parce que ça me chagrine un tout petit peu. Qu'est-ce qui nous lie, nous tous là? De la Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Guyane, qu'est-ce qui nous lie? Ce qui nous lie, je pense, peut-être vous allez être d'accord avec nous, on va dire que on est un petit peu oublié quand il s'agit de la politique française. La métropole, elle est là-haut et puis elle commande un peu et on n'a pas beaucoup de voix, on nous entend pas énormément et c'est l'occasion justement de nous entendre, que ce soit la Martinique, la Réunion ou vous, surtout vous Mayotte, on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et c'est le moment de faire parler de nous et d'entendre qu'il n'y a pas que ce qui se passe en métropole. La métropole, la France, elle s'est étendue partout. Elle a pris la responsabilité de plein de territoires, de plein de personnes. Et qu'il faut qu'elle entende ce qui se passe chez ses habitants qui sont en Outre-mer. Et voilà ce qui nous rassemble. Et j'espère que voilà, on fera un bout de chemin ensemble. On est très content de vous avoir tous autant que vous êtes avec nous. Voilà. Je suis content aujourd'hui, mais j'ai des choses avant de parler de la politique aujourd'hui, mais j'ai des questions à ce que mon Bakoko éclaircira des choses, mais le lien politique, le lien coronavirus, pour moi, ça, mais le truc, ça s'avère que Rosa, c'est ma cousine. Comment se fait-il qu'elle est là-bas et moi je suis au Mayotte? Oh, ça se trouve que Ndoroma, quand j'ai expliqué, quand j'ai entendu Ndoroma, ça m'a plu à ce que j'explique le nom de Ndoroma, le long à large. Il y a des choses qu'on devrait parler avant de parler. En fait, on peut le faire juste après, parce que le sujet juste après, ça va être vous, et je vais vous laisser la parole pour développer sur ce que vous avez à dire. Est-ce qu'on peut faire comme ça, et on revient vite fait sur Ludo, et tout de suite après, c'est vous. Les bons? Allez. Les bons. Yep. À toi, Ludo. Du coup, j'ai continué la visite sans son. Hein. Là, vous voyez les plantations.
les semences qu'on fait tout le temps pour aller replanter ailleurs, genre Parc Matana. Ici, c'est la route, salle d'eau, les petites cabanes. De l'autre côté là-bas, cabane traditionnelle, maman. Pas la tanier. Chez Arthur. Arthur, on se cote chez toi. Voilà un peu c'est quoi le QG. Et en face de nous, c'est les révoltés du 974. C'est des personnes qui vivent des grosses injustices avec des attaques bien mafieux, francs-maçons. Du coup, ils se sont opposés ici. Vous voyez bien les voitures qui circulent. On est bien au milieu d'un rond-point. Tout autour, il y a des voitures. Et la particularité d'ici, on la voit tout au fond, et je tiens à en parler, c'est la case Idon. Ça, c'est une petite cabane particulière pour nous, parce que c'est la cabane qui reflète notre façon d'être et notre façon de penser aussi. C'est une cabane dans laquelle, ben, on vient, on peut déposer un linge qu'on va plus, ou le jeter, et un monde, il peut prendre. Et ben, le cycle du linge, comment, il monte. Et ça, il pense qu'il reflète bien un peu notre mentalité. En même temps, on a Monsieur Fred, notre garagiste. Oui, je travaille sur la vache. Bonjour les gars, Outre-mer 2.0, comment il est? Voilà, Fred. Tu voulais me demander un truc? On me décaleux. Et là, c'est la case Idon. Non, du live, non, parce que... Tout ça, c'est de linge que tout le monde peut nous récupérer quand tu veux. Au fur et à mesure, on a des linges, il y a des livres, des chaussures, hommes et femmes, des sacs, des peluches. Et du coup, ben voilà, le QG Zazalé, c'est quoi? C'est peut-être un ensemble de briques et de brocs, mais tenu par des personnes qui ont un grand cœur. Voilà. Et Ludo, je peux me permettre de te poser des questions pour un petit peu étayer. Alors, Ludovic, tu es sur le QG des Azalées. Ce n'est pas le seul à La Réunion. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben, comme je l'ai dit, le QG Zazalé tient depuis plus de 14 mois. Et à la date anniversaire du QG, que c'était le 3 janvier, ben, les frères de Saint-André, ben, ils ont décidé de réouvrir le leur. Et du coup, ils ont ouvert un QG à Saint-André, au point de la Valence. Et très récemment, pour pas dire hier, on a découvert des tontons à Vincent-d'Eau, Marine Vincent-d'Eau, qui ont eux aussi leur petit QG. De là où ils vivent ensemble, entre frères, et ils font battre, ils ont décidé, ils suivent les gilets jaunes. Et voilà, mais du coup, on va dire qu'on a 3 QG pour l'instant dans l'île. Et là, on avec voit un chantier. De travail ensemble, de partage. Là, je viens vous montrer le travail du jour. Le chantier de la case Zazatis. Alors, c'est le point spectacle et culturel du rond-point. D'ailleurs, on fait beaucoup de choses sur le rond-point. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ce qu'on fait? Comment ça s'organise la vie des militants et des personnes? Parce qu'il n'y a pas que des militants, on accueille tout le monde sur le rond-point. Ben, la vie, comment ça s'organise? Ben, c'est à nous de me dire rentre dans le rond, tout simplement. On voit bien que quand nous est là, il faut nous manger, il faut nous baigner, il faut nous boire, on nous utiliser les toilettes comme des cases normales. Du coup, le plus simple, c'est ben, participer à tous les chantiers qu'on a pour faire. Rentrer en cuisine, faire la vaisselle. On voit bien, on a beaucoup de marmites là-bas au fond, il faut bien laver, nourrir les poules, arroser les plantes quand il ne pleut pas. Du coup, on a plein de tâches à faire. Et du coup, ben, il suffit de bec dans le rond. Et quand on nous voit qu'on rentre dans le rond, ben, oui, c'est pratique pour vivre ensemble. Alors, tu dis, il y a des poules, il y a des gens. Qui sont les personnes qui fréquentent les Azalées? Les personnes qui fréquentent les Azalées, ben, il y a de tout. Hein. Il y a des syndicalistes, des professeurs, des chômeurs, des entrepreneurs, des travailleurs. Mais toutes ces personnes, ils ont en commun la problématique qu'ils sont perdus face à un État qui nous méprise et qui nous met plus bas que terre. Et du coup, ben, tout simplement, ces gens viennent là dans l'espoir de réussir à changer le monde, tout simplement. Pas utiliser les grands mots, mais le but c'est ça en fait. Hein. Basculer ce système qui tue notre frère en fait, qui donne plus nous aucune chance. Et les gens qui viennent là, c'est ça, c'est des gens qui ont cet espoir. Super, bah, merci beaucoup pour le petit témoignage. Je laisse aux autres, s'ils ont envie de poser des questions sur comment ça se passe aux Azalées ou à La Réunion.
Oui. Ouais, moi je voulais juste dire que, tu te rends pas compte, mais tu rends jaloux tous les gilets jaunes, enfin vous rendez jaloux tous les gilets jaunes évidemment de la métropole, hein. Il n'y a plus il n'y a plus de ronds-points qui tiennent en permanence en métropole. Alors, maintenant il y a des groupes qui se sont installés éventuellement dans des bâtiments, mais vous êtes vraiment le rond-point historique quoi, de cette lutte. Et en plus, alors il est immense. Vous avez des palmiers, vous avez un garage, vous avez un jardin. Voilà. C'est vraiment, c'est très bien ce que vous faites et moi ça me touche énormément quoi de voir ça. Et bon, enfin voilà, moi, c'est vraiment juste là. Et surtout, enfin, moi ce que j'aime là, c'est qu'on se concentre dans votre rond-point, c'est que il n'est pas seulement question de combattre le mal, il faut aussi produire le bien. Et là, on voit que vous avez un vrai travail dans ce sens-là, quoi, avec la maison de culture, la maison des dons, le garage, l'entraide, etc. Et ça, c'est bien, quoi. C'est de créer ce réseau d'êtres humains, j'ai envie de dire. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on doit produire, quoi. C'est ce qu'on veut. Donc, on doit le mettre en œuvre. Et vraiment, là, vous êtes un exemple, enfin, pour moi, en tout cas. Donc, merci. Non, j'ai pas de vraie question. Alors, si, ceci dit, c'est la question qu'on peut se poser effectivement en métropole. C'est parce qu'en métropole, bon, il n'y a plus de rond-point, mais il y a eu une vraie répression, c'est-à-dire destruction des ronds-points. Il y a des villes où ils ont reconstruit 13 fois leurs ronds-points, quoi, 13 fois détruits. Il y a eu une bataille des ronds-points. Et alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que on vous a donné des pistes? Pourquoi vous êtes autorisé à maintenir? Voilà, c'est une question. Alors, parce que j'ai vu... tu as quand même intervenir? non, si tu veux répondre, ça me va très bien. Moi, je voulais juste parler du jeu politique qui existe autour de notre rond-point, en fait. C'est un rond-point qui se trouve au bout d'une nationale, donc qui est géré par la région, qui se trouve sur la commune du Tampon, là, où le président de région est ancien maire, et le maire actuel est en désaccord avec le président de région. Un schmilblick qui fait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis au niveau des gestionnaires de route, en fait. On est posé là. Après, c'est vrai que j'ai pas bien compris l'affaire. Quand en métropole, les gens ont eu des stages de citoyenneté à faire parce qu'ils ont planté du maïs sur un rond-point. J'espère qu'il ne fait pas jurisprudence, en fait, parce que nous, si c'est 1 mètre carré de maïs, nous... Non, la plante est partout. Et du coup, franchement, après, dans le contexte, on va dire comme si nous sommes de bons prieurs. Heureusement, mais c'est déjà. Super. Alors, il n'y a pas oui, d'autre explication. Je sais pas si tu as parlé du coup de l'organisation GJ, alors sur ce rond-point, on fait des rondes causées. Ils sont ouverts à la population, ils sont ouverts aux militants, ils sont ouverts aux personnes qui sont curieuses ou qui parlent un peu mal. Parce que ces derniers temps, il y a eu des gens qui parlaient mal, peut-être tout simplement par méconnaissance alors. Et ça aurait été bien du coup qu'ils viennent se renseigner avant de parler. Du coup, je pense qu'on peut peut-être les inviter. Les lundis soirs, il y a ronde causée sur le rond-point des Azalées. Vous êtes les bienvenus. Posez des questions, renseignez-vous et peut-être certainement même vous allez changer d'avis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Est-ce qu'on est bon pour ce sujet? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on passe à autre chose? Peut-être Rosa a une question, une remarque à faire, oui. Non, en fait, Vincent a tout dit. Il a posé la question que je voulais poser également. Et bravo à vous, vraiment. Merci. Merci l'autre bras qui voit les gens. Yes. Super. L'oracle. Super, là on voit encore, il fait encore un peu chaud, on peut profiter encore de quelques images. Alors on a un rond-point qui rassemble, comme il a dit, beaucoup de gens, beaucoup de militants, de beaucoup de bords, de beaucoup d'horizons aussi. On a des gens qui sont venus nous demander des poulets une fois. Je crois que c'était une dame malgache. Malgache. Plusieurs fois, oui. Parce qu'on a des animaux, on essaie un petit peu l'autosuffisance, de se débrouiller un peu tout seul. Et à ce propos des gens un petit peu de tout horizon qui viennent nous voir. Alors aujourd'hui on a
des gens de Mayotte qui vont pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez eux, partager un petit peu ce qui se passe au niveau... je sais qu'il n'y a pas énormément de gilets jaunes, j'ai cru comprendre, mais que les problématiques, ça fait longtemps qu'il y a plein de soucis et que ça fait longtemps que vous vous battez un petit peu. Et j'aimerais savoir qu'on puisse partager un petit peu tout ça ensemble. Alors je vais vous laisser la parole et je vous laisse commencer du coup. Alors, bonjour à tout le monde, encore une fois, merci de nous donner la parole. Donc effectivement, nous on est sur Mayotte et si j'essaye de synthétiser un peu tout ce qui a été dit, je pense que nous sommes tous liés dans ce monde-là face à un système qui est déshumanisant, qui ne propose que le profit économique pour l'intérêt de quelques petites personnes et qui n'a rien à faire vraiment du bien-être et de l'épanouissement, de l'émancipation de nous autres, qui avons en plus la particularité d'être en Outre-mer. Et au-delà de ce système mondial qui veut asservir les peuples du monde entier, nous avons aussi cette spécificité-là d'être ancrés dans des territoires qui, à l'origine, dans leur structure même, dans leur fonctionnement même, découlent d'une histoire. Et je pense que ce qui relie tous ces territoires-là, Mayotte, La Réunion, les Antilles, et même mon ami ici, Maoli pourrait vous en parler, même la Kanaki, c'est ce lien que l'on a au départ dans le système colonial et aussi avec l'Afrique. Les liens que l'on a avec l'Afrique par notamment la déportation. La déportation qui a touché tous nos territoires et qui aujourd'hui ont donné naissance à nos sociétés en Outre-mer. Donc par rapport à ça, nous avons non seulement un combat à mener qui est contre cet impérialisme ultralibéral, on reviendra dessus, et aussi on a une prise de conscience puisque cet ultralibéralisme-là aussi affiche une couleur néocoloniale. À la particularité du néocolonialisme, c'est qu'en plus d'avoir les mêmes ingrédients que l'impérialisme et qui aujourd'hui est ultralibéral, il va donner aussi une connotation raciste à son application. Et dans ce qu'il va mettre en œuvre dans les Outre-mer, on va s'apercevoir que finalement, on est une population qui est, comme tu as dit, délaissée. Et on peut se poser la question, et c'est pour ça qu'on discute, pourquoi sommes-nous délaissés et que faut-il faire par rapport à ça? Super. Voilà. Il a bien dit des choses, mais comme il est Bakoko sage, il est sage, mais je vous dis carrément que ce qu'il vient de dire, il faudra le développer et que je continue à dire au bon Dieu de soutenir ce monsieur qui vient chercher des poulets chez eux, chez les autres, et qu'on les aide. Mais ici, moi, j'étais militant de tout ça, et moi, j'étais membre de la Ligue des droits de l'homme, fondateur de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, et qu'aujourd'hui, j'ai quitté ça parce que je suis mal vu à la préfecture. Et que quand j'entre comme ça, déjà, voilà le monsieur méchant, voilà le monsieur ici, le monsieur c'est là, ben, ce n'est pas un département de droit, non, c'est un département de soumission. Marie-France voudrait intervenir. Maoli, tu as utilisé le terme de Bakoko. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition? Parce que peut-être que Vincent est un Bakoko. Je pense. Peut-être. Un Bakoko, c'est un sage. Eh bien, je crois que Vincent est un Bakoko. Je confirme. Il ne faut pas le prendre au terme métropolitain, parce que le Bakoko en métropole, on le met dans le grenier. Mais moi, ici, chez moi, le Bakoko, le vieux de la famille, je le laissais chez moi, je le nourris comme il m'a nourri étant petit, et que je le soutiens, et que je demande de moralité
c'est le Bakoko. Ben ça Mais va. je ne fais pas comme les métropolitains, je le mets dans le grenier. Jamais, jamais. Le Bakoko, c'est quelque chose de valeureux. C'est un bromborion. C'est un bromborion, quelque chose de valeureux qu'on ne perd jamais. Voilà, le Bakoko et la coco. Le Bakoko, c'est le monsieur, le coco, c'est la femme. Voilà. Alors Vincent, Effectivement, est-ce que tu as un Bakoko? rebondir. Ah, Jawad, Excuse-moi. voudrais rebondir vite fait. Pardon, juste pour faire en fait une petite parenthèse, on va en parler. À Mayotte, on a de gros soucis, mais effectivement, on a aussi une très grande solidarité qui fait que, à mon avis, même si vous entendez beaucoup de choses qui se passent ici, ça maintient Qui quand fait ça même la société. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais heureusement qu'il y a cette solidarité-là, qui n'est pas propre à Mayotte, mais qui existait Auparavant, voilà, dans plein d'autres sociétés. Et du coup, on posait la question à Vincent, comment il se sent si on lui dit qu'il est Bakoko. Bakoko. Voilà, c'est gentil, mais je pense que toute personne qui se lève contre les injustices sociales est un Bakoko ou une coco. Hein, je veux dire, voilà, hein, c'est la première des... Voilà, après, bon, on est tous le sage de quelqu'un et on est en même temps tous le con de quelqu'un ou le fou de quelqu'un, donc bon, faut rester humble. Ah, j'aimerais dire que Ludo aussi, il est en bon chemin pour devenir Bakoko, Dada. Hein? Ah, c'est bien, c'est Xavier bien. aussi, Rosa aussi, certainement, pour devenir Et, Coco. Bien sûr. Et en tout cas, oui, bah, moi, je voulais juste rebondir, enfin, ou répondre à Jawad quand il a, ah non, à Maouli, pardon, quand il a démarré pour dire mais qu'est-ce qui nous réunit ici? Et je pense que quelque part, Jawad a très bien défini c'est cette opposition au système déshumanisant financier qui est mondial. Il y a une oligarchie mondiale, réelle, qui dénature toutes les contrées. Et alors en plus, effectivement, et je le définis aussi du fait qu'il y a aussi une oligarchie française particulière, qui sont les restes de l'histoire, je dirais, et et qu'on voit à travers évidemment les rapports que la France, en tout cas le gouvernement, peut avoir avec ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, hein, et les populations. Ça, j'en suis moi tout à fait conscient. Et c'est ce qui nous unit justement. Alors bizarrement, d'abord, je pense que c'est ce 21e siècle qui nous donne un outil formidable d'organiser ces visioconférences voilà, de tous les coins du monde. Donc ça, c'est quelque chose, quelque part, c'est un objet de lutte qu'on n'avait pas dans les années précédentes. Donc quelque part, on doit découvrir et on doit construire ensemble cet outil. On peut faire le parallèle, donc dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a le fameux Radio Londres, et ben c'est les premières radios qui parlaient aux résistants. Et ben voilà, nous on utilise la visioconférence, c'est le nouvel outil de notre époque. Voilà, c'est bon, factuellement c'est ce qui nous réunit, mais vraiment je pense que c'est une conscience universelle, voilà, qui nous met en confrontation à ce système qui exagère, quoi, évidemment, et qui est déstructurant et de la nature et de l'humanité, etc. Et alors après, effectivement, je conclurai aussi le côté gilet jaune, même si je sais que bon, Mayotte, encore une fois, et même d'autres, hein, la Nouvelle-Calédonie, etc., ont vraiment des réalités tellement différentes et des organisations aussi de gestion tellement différentes que c'est pas vraiment les mêmes rapports. Mais malgré tout, enfin, nous, en métropole, les Gilets jaunes, on soutient évidemment le discours qu'il ne pourra pas y avoir de victoire de Gilets jaunes sans une véritable justice sociale dans les territoires d'outre-mer et tu vois, et une nouvelle donne politique, une nouvelle donne démocratique, enfin, qui vraiment là nous met tous à un même niveau d'égalité. Enfin voilà, le gilet jaune qui vraiment porte énormément d'espoir, parfois on le dit utopique, parce qu'il en demande tellement, mais il y a cette volonté de justice, voilà, ne pourra pas se sentir triomphante et victorieuse en métropole si on a encore une relation totalement déséquilibrée avec les territoires d'outre-mer et avec l'Afrique. Hein. Tu as raison, Jawad, aussi. Moi,
Alors, c'est pas encore un grand sujet, parce que de toute façon, bon, tant qu'on n'a pas la victoire, mais ce rapport à l'Afrique de l'Ouest, ce rapport au franc CFA, à solder le passé colonial, je pense que c'est à nos générations de s'y coller. Alors Vincent, ouais, je vais repasser du coup, merci pour ton intervention. Je vais repasser la parole à Jawad. J'aimerais juste rajouter une petite question, si tu peux intégrer dans ton intervention. Du coup, Vincent parlait d'un décalage avec la métropole. On le voit aussi, on le sent aussi, on le vit tous les jours aussi à La Réunion. Je pense que c'est pareil pour tous les DOM et les TOM. Et j'aimerais justement savoir un petit peu quels sont concrètement les décalages que toi tu verrais tout de suite qui te sautent aux yeux par rapport à Mayotte, qui a comme traitement en métropole, parce qu'il n'y a pas très longtemps que vous êtes devenu département. Et depuis ça, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui concrètement est devenu, on va dire, bien? Et qu'est-ce qui est toujours la même sauce toute bouillasse où on vous laisse un petit peu de côté? Si tu peux développer ça, du coup, dans ton intervention, s'il te plaît. Merci. Je te laisse la parole. Déjà, pour répondre à Vincent, déjà, moi, je vois une victoire dans ce qu'a proposé les Gilets jaunes. Par rapport à, il est vrai que les institutions mettent de côté l'outre-mer et ne parlent pas du combat qu'il y a à mener sur ce qui est pratiqué par notre gouvernement, les gouvernements français depuis les années 60 en Afrique et notamment sur le territoire comorien, dans le cadre de la France-Afrique. Et je dois dire que c'est une victoire déjà parce qu'il y a une prise en compte, et non pas par l'institution, non pas par les partis classiques, ni de droite ni de gauche, même s'ils pouvaient prétendre à certaines époques de lutter contre le colonialisme ou le néocolonialisme, aucun n'a exprimé clairement la fin de la France-Afrique ou le combat contre le franc CFA, comme l'a fait récemment donc les Gilets jaunes sur, je crois c'était la charte des Gilets jaunes. Donc ça, je pense que c'est une victoire et on est obligé d'applaudir. Parce que ce n'est pas venu de l'institution, ce n'est pas venu des partis classiques, c'est venu du peuple français. C'est venu du peuple des Gilets jaunes. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, fondamental dans les futures luttes qui sont à venir. Après, pour te répondre, effectivement, il y a un décalage parce que tout à l'heure, on en parlait en aparté, pardon, que partout en France, en fait, on a tendance à, pour résumer, à voir que les gens réclament des droits sociaux. Mais si on doit parler de Mayotte, mon ami qui est là va pouvoir vous en parler plus précisément parce que lui était donc membre de la Ligue des droits de l'homme. Mais à Mayotte, le combat, il est pour des droits fondamentaux, il est pour des droits humains. Comme j'ai dit tout à l'heure, la liberté de circuler, la liberté d'aller à l'école pour les enfants, des droits qui normalement ne devraient pas poser question dans un pays qui se prétend être le défenseur des droits de l'homme. Donc ce pays qui est soi-disant le défenseur des droits de l'homme, dans des contrées plus lointaines, se permet d'assassiner des chefs d'État, puisque les Comores à côté, c'est le pays d'Afrique avec le record de coups d'État, hein. Et on sait que les coups d'État en amont sont organisés, si ce n'est pas exécutés, par les barbouzes de la République eux-mêmes. Et on voit que dans des contrées lointaines, les valseuses lointaines de la République, comme aimait le dire Giscard d'Estaing, nous avons une population où des enfants, par exemple, ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont étrangers. Un droit qui, normalement, en France, ne devrait pas être remis en question. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais pour vous dire que le décalage est réel. Si d'un côté, sur le territoire national, ou même, mais dans bien des revendications des Gilets jaunes à La Réunion, on est sur des droits sociaux. Je ne mets pas une hiérarchie de souffrance ou quoi, hein. J'instaure pas ça, mais je dis qu'à Mayotte, on est sur une revendication de droits humains et des droits les plus fondamentaux. Alors ça, on a le droit de revendiquer, mais monsieur, vous êtes victorieux, les Gilets jaunes. Vous êtes victorieux et vous avez la victoire derrière vous. Ça, je vous l'assure. Si aujourd'hui vous annoncez des choses qu'à Mayotte, je n'ose pas le dire, tant qu'on va pas m'envoyer quelqu'un pour m'assassiner,
ou aller brûler chez moi. Ça, c'est la France. Hein. Mais aujourd'hui, vous pouvez annoncer des choses à ce qu'à Mayotte, on ne peut pas le dire. Imagine qu'il y a un syndicaliste qui a osé dire que le tribunal à Mamoudzou fait le favorisme. On allait l'envoyer à La Réunion pour être jugé. Vous voyez ce genre de truc? Si aujourd'hui il y a certains qui soutiennent les Gilets jaunes, c'est au fond de leur poids. C'est pas sous la route, parce que c'est comme la question l'enfant qui a été. Parce que ce sont des enfants qui ont faim, qui devraient aller à l'école, qui n'ont rien à faire, alors ils sont obligés d'aller faire des bêtises pour que les institutions les voient. Aujourd'hui, qui va le dire? C'est les vieilles femmes, les cocos, les bas cocos, qui le disent, mais ils sont mal vus. Mais vous avez la victoire. Je vous confirme que vous avez la victoire, les Gilets jaunes. Demain, si à Mayotte, il y a 5 ou 6 personnes qui osent braquer un panneau soi-disant que voilà, nous voulons être ceci ou cela, sans qu'il y ait assassinat, imagine, on revendiquait quelque chose. On a fait des parages, et qu'il y avait un jeune qui s'est baigné à la mer, un militaire lui a tiré dessus sur sur l'œil. Il n'y avait que moi qui a pu alerter ça à la Ligue, à Paris. Violence policière. Voilà. Sur Et un enfant. tu sais, il y a un ligueur de Paris qui était venu à La Réunion. Il m'a dit, fais gaffe, si on te trouve dans la rue, on va t'aiguiller. Il y a un jeune aujourd'hui, il est candidat à la municipalité de notre commune. On l'a confondu comme si c'était moi. On lui a donné un coup de truc entre les jambes. On a voulu l'assassiner. Ils ont cru que c'était moi. Comment voulez-vous que je ne vous dise pas que vous avez... Ici, j'ose pas le dire. Dans la rue. Comment voulez-vous qu'on fasse, socialement parlant? Et sans parler, moi je ne parle pas dessus. Parce que quand je monte à côté de moi, je suis rassasié. Quand j'ai des amis comme vous, je suis rassasié. Mais les sous de Mzungu, de blanc, je m'en tape. Ça fait, depuis que j'ai quitté Toulouse pour venir à Mayotte, pour développer l'éducation populaire, je suis mal vu à la préfecture. Aujourd'hui, il y a 2 jours de cela, le préfet et le président du département se sont réunis pour parler de la délinquance. Sans mettre la population en action, comment voulez-vous que ça soit ainsi? On va parler de la délinquance entre le préfet et le président du conseil général. Mais les parents sont ignorés. La population s'est ignorée. Tout le monde est ignoré. Comment voulez-vous qu'on avance? Et mon association, qui actuellement, j'essaie de développer l'éducation populaire dans mon quartier, de prendre le jeune et de rester avec moi de 8 h du matin jusqu'à 16 h. Combien de fois la préfecture m'a octroyé un petit bon mot? Rien du tout. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Il y a les amis, les frères, un peu la mairie, un peu le département. Mais la préfecture, rien du tout. Et aujourd'hui, l'éducation populaire avec le gouvernement Macron, on n'en parle jamais. Voilà. Ben, merci Maouli pour cet éclaircissement. Comme quoi que c'est très utile, c'est très important que vous soyez là pour nous dire tout ça, parce que je suis sûre, parce que par exemple,
Personnellement, je savais que l'insécurité était une vraie problématique chez vous, mais je ne pensais pas que c'était au point qu'en fin de compte, c'était carrément... on ne peut pas s'exprimer, la liberté d'expression est nulle chez vous. Vous êtes un département français, soi-disant, pas de liberté d'expression. L'accès à l'éducation, quasi nul. La santé, je suppose que ça ne doit pas être extrêmement mieux. Donc on parle de néocolonialisme. En vrai, chez vous, est-ce qu'on pourrait pas dire que le colonialisme n'est pas resté à son stade primaire comme il a toujours été en fait? Ben, je dirais oui. Oui. Tout ce qui a écrit Colbert sur le Code noir, ça n'a jamais changé à Mayotte. Si on lit très bien le Code noir de Colbert, ça n'a pas changé. Et la loi Toubira, ça n'existe pas. Il y a aussi, comme dit Maoli, en fait, il y a une prise en compte de l'histoire qui n'est pas faite du tout par les institutions. C'est-à-dire que, pour faire un petit schéma simple, la République, dans son principe, est assimilationniste. C'est-à-dire que pour s'imposer, la République a dû imposer aux autres contrées sa façon de voir les choses. Pour ce qui est de la France métropolitaine, on est dans des problématiques qui regardent ces territoires-là, mais pour ce qui est dans l'outre-mer, il faut dire qu'on n'a pas du tout pris en compte l'histoire, comment elle s'était construite dans les territoires d'outre-mer. C'est pas simplement sur le cas de Mayotte, également à La Réunion, en Martinique, parce que je tiens à préciser une chose, c'est qu'en 1946, quand on a acté le département, le statut de département pour Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, en aucun cas, aucun Réunionnais, aucun Martiniquais, aucun Guyanais n'a été consulté sur cette question-là. On n'a pas voté. Donc, on ne peut pas parler de décolonisation, puisque nous étions une population, normalement, dans les territoires de la colonisation, on était compté comme étant une population, un peuple, et puis en 1946, on décide tout d'un coup d'assimiler les vieilles colonies, comme on les appelait, à l'ensemble national. Donc c'est bien qu'il n'y a pas de décolonisation. Tout d'un coup, on nous fait croire que ça y est, on est français. Sauf que à Mayotte, les investissements en matière de politique sociale sont 5 fois inférieurs que sur la moyenne nationale. Le SMIC horaire est de 7 euros quelque chose, quand il est de 10 euros sur la moyenne nationale. Et je peux vous donner plein d'autres indicateurs. Vous voyez par exemple sur un enfant, on parlait tout à l'heure de ces enfants qui sont dans le décrochage scolaire. Vous avez en France en moyenne, en France métropolitaine, vous avez en moyenne un investissement de l'État pour un enfant scolarisé en Seine-Saint-Denis, ça va être à peu près 10 000 euros par an, ou 9 000 euros quelque chose. À Mayotte, c'est de 4 000 euros quelque chose. Donc il y a un différentiel d'à peu près 4 500 euros entre l'investissement de l'État pour un élève en France métropolitaine et un élève à Mayotte. Vous avez plein d'autres indicateurs encore. Si vous allez regarder 9 personnes sur 10 à Mayotte sont sous le seuil de pauvreté. D'accord ? Je ne pourrais pas vous donner le nombre parce que c'est une majorité de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Vous voyez ? Oui. 70%, je dirais. 70%, je dirais. Donc, on a ces problèmes-là. Après, on a aussi un problème, comme tu as dit tout à l'heure, le désinvestissement de l'État, qui fait que ni dans les politiques qui concernent l'éducation ou alors sur la santé, on est échelonné avec ce qui se passe sur la France nationale, ni même avec l'outre-mer en général. Donc quand vous allez, c'est-à-dire que si je vous fais je vous illustre quelque chose, nous en période d'épidémie de maladies bénignes, par exemple gastronomie, pardon, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi, Gastroentérite. Gastro, ou encore des choses comme rhinopharyngite, où là on entre dans l'épidémie de dengue.
quand vous allez à l'hôpital, vous allez trouver des personnes, parce que nous on se soigne à l'hôpital, hein. Si vous allez chez un médecin privé, généralement vous n'aurez pas de rendez-vous avant la semaine prochaine. Donc on va à l'hôpital ou aux urgences. Et quand vous allez aux urgences, ben, vous avez des personnes qui sont là, qui ont dormi là, pour avoir une place le lendemain. Donc ça c'est régulièrement dans l'année, quand vous avez une épidémie, on le ressent comme ça. C'est-à-dire que le désinvestissement de l'État, on le ressent au niveau des crises que l'on a quand on va se faire soigner, des crises que l'on a quand il y a eu récemment un meurtre devant un lycée à Mayotte, et des crises que l'on a quand on circule et qu'on n'est pas à l'abri de se faire agresser par une bande de jeunes ou autres, hein, pas que les jeunes, mais je veux dire par des personnes qui ont décidé de passer à l'acte. Et aujourd'hui, si tu as la dengue, tu vas à l'hôpital, arrivé là-bas, le médecin va te dire que va à la maison, va chercher des herbes. Oui, tu peux aussi aller à l'hôpital, attendre de 7h ou de 6h du matin et rentrer chez toi le soir, parce que personne ne peut te soigner parce qu'ils sont trop débordés. Donc ça, c'est là que je vous dis qu'il y a un problème de droits humains fondamentaux qui ne sont pas respectés. Et avec ça, il y a une politique, il faut souligner, il y a une politique qui est néfaste, qui est une politique qui fait que la population est précarisée de force. Le RSA, c'est pas le même qu'en France métropolitaine, d'accord? Le RSA, il y a un différentiel, je voulais noter, normalement c'est 559 € par mois le RSA socle pour une personne. À Mayotte, c'est 280 € pour une personne. Alors que ce sont des gens qui n'ont pas l'eau. Ce sont des personnes où les besoins sont bien plus élevés qu'une personne qui vit en France métropolitaine. Vous avez également le SMIC, comme je vous ai dit, qui n'est pas le même qu'en métropole. Un grand différentiel quand même, il y a quand même 3 € de différence sur le SMIC horaire de la métropole. Et vous avez également l'accès aux allocations, il faut le souligner. Vous avez à peu près, normalement, pour les allocations familiales, en France, vous avez une vingtaine d'allocations. À Mayotte, il y en a seulement 5 qui sont proposées. Il y en a 27. Et parmi ces 5 en métropole, il y en a 27. En métropole, il y en a 27, exactement, mais on ne connaît pas tout, en 27. fait. Ouais. Voilà, 27. Et à Mayotte, il y en a seulement 5. Alors, si vous êtes handicapé, je peux vous dire déjà que vous ne faites pas partie des 5 éligibles aux allocations. On fait en gros, hein, on ne regarde pas dans le détail. C'est ça la politique ici. Et puis, vous avez en plus aucune de ces allocations-là qui est attribuée à taux plein. Ces allocations-là ne sont pas données à taux plein. En plus de cette précarité-là, on voit qu'il n'y a pas les mêmes droits et les 3 populations qui sont les plus touchées par la précarité, ben, ce sont les jeunes, et il faut le souligner, 60% de la population a moins de 25 ans, 60% de la population a moins de 25 ans, donc c'est les plus touchés par la pauvreté, les femmes, qui sont les plus demandeuses d'allocations, et qui sont souvent parfois dans des familles monoparentales. Et enfin, vous avez les étrangers qui sont encore plus touchés et qui n'ont pas de droit en fait. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour avoir le RSA en France métropolitaine, un étranger, il peut avoir le RSA s'il justifie d'un séjour régulier de 5 ans. À Mayotte, il faut 15 ans. À Mayotte, il faut que vous justifiez d'un séjour de 15 ans pour prétendre avoir un petit pécule de l'État. Et encore un petit pécule de 180 €. Et avec ça, dites-vous bien aussi, et là je vais aborder un autre sujet, bon je parle un peu beaucoup, je m'excuse, mais je finirai par ça. Un étranger ici, la carte de séjour qu'il a, on appelle ça un ticket de barge. Parce que pour vous expliquer, il y a petite terre, grande terre. Donc vous prenez un ticket, c'est 1 €, vous allez à petite terre. Et puis quand vous êtes là-bas, vous revenez. Ça dure à peu près 10 minutes la traversée. Ben, une carte de séjour à Mayotte, c'est 1 an. Pour faire une carte de séjour, parce qu'on a des frères et des sœurs qui sont dans ces démarches-là, je peux vous dire il faut à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Donc une fois qu'on vous donne votre carte de séjour, dites-vous bien que dans 6 mois,
vous allez commencer à stresser parce que vous allez vous retrouver en clandestinité. Alors en plus de cette politique de précarisation agressive, il y a un truc qu'on ne voit pas aussi, c'est la névrose, le mal-être que ça provoque chez ces populations-là. Et je pense que l'insécurité à Mayotte, qui est causée, dit-on, par des jeunes, devrait aussi être analysée sur cet angle-là. De savoir, ben, ces populations qui font des crimes, qui sont criminelles, comment ça se fait qu'elles sont devenues criminelles? Qu'est-ce qui a fait basculer un jeune dans la violence extrême? Et c'est des questions qui ne sont absolument pas abordées ni par les politiciens, ni par les médias à Mayotte. On ne parle que du problème, mais de l'immigration clandestine, sans en expliquer les racines, sans en expliquer les conséquences, sans en expliquer les différentes visions. C'est malheureux, il ne l'a pas dit, mais c'est malheureux de constater qu'actuellement, les institutions s'enrichissent derrière les clandestins. Demandez-lui combien coûte le timbre fiscal pour faire une carte de séjour. Ah oui, parce que c'est plus de 600 €. Et j'ai oublié de le dire. Donc à Mayotte, on ne donne que des tickets de barge, donc des cartes de séjour de 1. Et en plus, sachez-le, quand vous êtes normalement sur l'espace Schengen, quand vous avez un séjour régularisé en France métropolitaine, vous pouvez vous rendre partout sur l'espace Schengen. C'est-à-dire, vous voulez aller en Italie, vous allez en Italie. Vous voulez aller au Portugal, dans les pays de l'Union européenne signataires de l'espace Schengen, vous pouvez vous y rendre. Par contre, à Mayotte, vous ne pouvez rester que à Mayotte. On ne quitte pas. Donc, c'est un droit. Même en métropole, on ne peut pas aller ni à La Réunion. On délivre un passeport pour être en prison, en fait. Ouais, ça, ouais, un droit pour être en prison. Et on ne peut pas aller à La Réunion. Et là-dessus, il faut fouiller à La Réunion. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Comment ça se fait qu'à Mayotte? Et vous allez, bon, c'est des choses à fouiller, je pense, du côté de La Réunion, de savoir pourquoi les étrangers en situation donc, irrégulière, ou régulière, pardon, à Mayotte, qui ont été régularisés, pourquoi ne peuvent-ils pas se rendre à La Réunion? J'allais proposer, du coup, qu'on puisse développer justement ces questions-là. J'ai noté beaucoup de problématiques et ça fait énormément de choses dans d'autres émissions. Et ça vous dit de revenir une prochaine fois qu'on fasse ça vraiment pour développer ces points-là, parce que je pense qu'à La Réunion, on a de quoi rebondir sur ce qui est néocolonialiste et tout, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu le côté soft de ce que vous vivez, mais on a quand même, que ce soit nous ou la Martinique, un genre d'oubli, de mise à l'écart. Et du coup, j'aimerais faire tourner un petit peu la parole. Je voudrais demander au QG Zazalé, du coup, ce qu'il a pensé, ce qu'ils ont pensé un petit peu, parce qu'ils sont plusieurs à vous écouter, c'est super. Ce qu'ils ont pensé un petit peu de ce que vous avez dit, les impressions, et s'ils avaient des remarques ou des questions à poser, du coup, pour faire, voilà, faire tourner. Allô, allô, vous m'entendez? Super. Très bien, oui. Super. Et ça, ben merci bien pour tout ça. Merci Mathieu de participer tout cela, le tonton là. Bonjour tout le monde là. Ouais, ben j'ai quelques pensées, quelques remarques par rapport à tout ça. Je voulais parler, si vous pouvez parler vite fait du nombre de reconduites à la frontière. Je crois que c'est à peu près 20 000 sur 25 000 dans toute la France. Voilà, il y avait ça. Il y avait aussi, voilà, moi, dans mon travail à La Réunion, je travaille avec des Comoriens. Et du coup, j'ai remarqué que ce public-là, en tout cas, il était souvent en migration due souvent à l'hôpital. Donc, il y a une hospitalisation à suivre. Donc, c'est une population qui vient à La Réunion dans ce sens. Et voilà, je voulais aussi rebondir par rapport à... je sais plus. Voilà déjà ça alors. Quelqu'un veut rebondir par ici? Non,
Vas-y, viens plus près du micro. Alors c'est super, on a un duplex avec le QG des Azalées et vous allez pouvoir voir un petit peu tous les militants qui y sont. Donc on a Xavier qui a parlé juste avant et maintenant vous allez avoir une intervention de Anto. Je fais vite fait les présentations. Voilà. Bah moi l'intervention ça va être fait bonsoir ou bonjour à tous selon le fuseau horaire dans lequel vous êtes. Non bah de ce que j'ai entendu c'était très gaillard, j'ai appris pas mal de choses en fin de compte. Enfin, où on ressassait des choses que je pense qui sont importantes d'être dites et besoin d'être dites, notamment du côté de la France hexagonale où il n'y a pas forcément accès à toutes ces informations. Donc, continuez comme ça, big up les initiatives et big up Anaïs, la modératrice, encore une fois. Voilà, donc je vais du coup repasser la parole à Maouli et Jawad. Si j'ai bien compris, Xavier, il aurait bien voulu avoir quelques petites précisions. Au niveau de la santé, c'est vrai que c'est pas la première fois que j'en entends parler. Il y a des associations ici qui accueillent des petits Mahorais, des petites Mahoraises qui sont malades et qui viennent faire des interventions. J'aimerais juste rappeler pour le public du coup ou les auditeurs, n'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre un pouce bleu pour que la vidéo soit vue, à vous abonner et à partager, que ce soit visible, qu'on entende vraiment la parole des Outre-mer. Obligé, c'est une obligation. Diffuser, n'hésitez pas, les personnes qui regardent, qui écoutent notre émission, c'est juste un petit teasing pour redynamiser l'émission. N'hésitez surtout pas à le faire. Du coup, je repasse la parole à Mayotte avec Maouli et Jawad qui vont rebondir sur cette histoire de santé qui a l'air d'être vraiment une grosse problématique, surtout en ce moment avec ces histoires. Je pense que le coronavirus ne doit pas trop vous faire peur parce qu'il y a tellement de choses au niveau de la santé chez vous, notamment la dengue, parce qu'ici on a une recrudescence depuis un mois déjà, mais il n'y a pas que ça, il y a des maladies beaucoup plus profondes, beaucoup plus graves, et on voit ces jeunes Mahorais, Mahoraises arriver à la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oh oui, on peut vous dire quelques mots. Nous, on n'a pas peur de coronavirus, ni de la dengue. Moi, je n'ai pas peur. Mais je quitte là, je trouve un homme mourant dans le mangrove. Est-ce que je vais le laisser mourir? Croyez-vous que je vais faire ça? Je serai obligé de le prendre. Je ne sais pas ce qu'il a, de quel virus il a, de l'amener ou d'annoncer en tant qu'animateur ou ligueur. Alors, comment voulez-vous que je peur et que aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas? Je vais à l'hôpital, on me dit d'aller me soigner avec les herbes. Heureusement que dans mes recherches, je sors chez les cocos et les bacocos, je connais des plantes qui apaisent les douleurs de certains maux. Par exemple, là, actuellement, j'ai un arbre qui s'appelle Sondoum, plus un citron, plus les feuilles de citronnier. Ça aide à diminuer la douleur de la dengue. Mais comment voulez-vous que nous ayons peur, même si Diaoula Yanadi me dit que j'ai peur. Non, à Mayotte, on n'a pas. Si on regarde bien les choses, combien des gens qui viennent de l'Afrique qui entrent, combien des Antoinais qui entrent, combien de Moéliens qui entrent. Et actuellement, quand je vais vous dire qu'il y a même des bouddhistes qui arrivent à Mayotte, comment voulez-vous que j'ai peur des bouddhistes? Comment voulez-vous que j'ai peur et que tout de suite j'aurai un être humain mourant? Est-ce que je ne veux pas le secourir? Je veux prendre la fuite parce qu'il a le coronavirus. Ben, j'aurais peur de lui parce qu'il a le... je ne sais pas quoi. Ah non, c'est un être humain, il faut le secourir. Donc, effectivement, je pense que, déjà, qu'une bonne partie de la population n'est pas informée
sur ce qu'est le coronavirus. Et avant de parler du coronavirus, parce que pour l'instant on n'a aucun cas, officiellement, hein, on n'a aucun cas, mais regardez ne serait-ce que la problématique de la dengue, où la Réunion, depuis 3 ans, hein, on est touché par la dengue. Et entre Mayotte et la Réunion, ben, tous les jours vous avez des vols de la compagnie Air Peut-être qui fait le trajet Réunion-Mayotte, Mayotte-Réunion. Et il n'y avait rien eu depuis 3 ans pour essayer d'endiguer le phénomène. Depuis 3 ans, miraculeusement, on n'a pas été touché. Et là, on commence à être touché par la dengue. Alors que depuis 3 ans, on le sait, Mayotte sera ou est déjà touché par la dengue. Donc il n'y a aucune prise en compte hein, de ce phénomène-là. Et aussi, il y a un souci, à mon avis, qui est d'ordre structurel. Et là-dessus, je vais expliquer, je vais un peu aller dans tous les sens. Mais il faut bien comprendre que dans l'administration de Mayotte, la Réunion est un intermédiaire. Et ce n'est seulement là qu'on risque d'avoir une ARS régionale, donc de Mayotte en elle-même, posée à Mayotte, mais auparavant, c'était géré par la Réunion. Vous voyez? Donc la dotation que va toucher la Réunion pour ses besoins à elle, est-ce que la Réunion va investir de façon équilibrée pour Mayotte également? Ça, c'est une question à se poser. En tout cas, ici, très contesté et c'est très contestable. On est d'accord que c'est très contestable. Et c'est pas simplement dans la santé. Hein. Vous avez exactement la même chose qui s'est produite sur l'emploi. C'est que là, en 2020, que l'agence Pôle emploi va siéger à Mayotte. D'accord. Auparavant, c'était Pôle emploi Réunion Mayotte. Donc, comment voulez-vous, alors qu'on a une population qui est officiellement... Alors, en 2000, on était 50% de chômeurs. Hein. À Mayotte, en 2000, 50% de chômeurs. En 2020, on est officiellement 35%. Vous aurez remarqué qu'il y a eu une croissance économique fluctuante depuis 2008 qui fait qu'aujourd'hui, on a baissé de 15% le taux de chômage à Mayotte. Magnifique. Donc, comment voulez-vous lutter contre ces problématiques-là si, en plus, les entêtes des structures sont chapeautées à la Réunion? Vous voyez? Et même, je vais plus loin, après je vais revenir sur la santé, mais même, j'irai plus loin, vous avez un milieu ici militant mahorais qui explique que Mayotte est colonie d'une colonie. Oui. Parce que bien souvent, ben, je vais vous donner un autre exemple, les 20 plus grosses entreprises à Mayotte, les filiales sont à La Réunion. Donc qui est nommé dans des postes clés dans ces entreprises-là à Mayotte? Ben, bien souvent c'est un Réunionnais ou quelqu'un qui passe par un réseau de La Réunion. Donc il y a aussi, en plus d'avoir de graves problèmes, etc., il y a aussi une question de qui intervient dans les affaires politiques à Mayotte. Est-ce que les Mahorais ont les clés en main? On parle même parfois de lobby réunionnais au niveau de l'économie des entreprises qui sont installées à Mayotte. On parle de lobby réunionnais. En tout cas, c'est flagrant. Hein. Vous allez parfois, par exemple, dans une station-service, vous avez une station-service, tous les employés, c'est des Réunionnais. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas assez de chômeurs à Mayotte? On ne comprend pas. Vous voyez, donc il y a cette problématique-là qui entre en jeu. Bien sûr, je ne critique pas la personne nommée là, hein, pas du tout. Hein, parce que il faut peut-être qui intervient dans les affaires politiques. Après, effectivement, dans le cadre, oui, il y a le problème est que quand on n'a pas les mêmes moyens qui sont attribués au niveau de la santé, vous avez le cas de ces personnes-là qui vont être déplacées, qui vont être soignées à La Réunion. J'ai bien connu parce que un ami, sa fille qui est née après la naissance, donc 3 semaines après, a été envoyée. Et comme, je tiens à le souligner, comme les 2 parents sont étrangers en situation irrégulière, l'enfant de 3 semaines s'est retrouvée toute seule à La Réunion pendant 2 mois. Et elle a subi des interventions, de la moelle épinière, etc. D'accord?
Et je tiens à saluer cette association qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais qui est à l'hôpital de Terre-Sainte et qui fait le lien voilà, entre les parents et qui viennent donner une animation aussi tous les jours dans cet hôpital-là. Des fois, vous avez des clowns, c'est cette association-là qui fait un gros boulot. Et chapeau à eux. Heureusement qu'il y a encore un tissu associatif et il y a encore des gens aussi investis sur leur travail, parce que également, c'est ce que j'ai pu constater. À Terre-Sainte, vous avez en termes d'hôpital pour les enfants, j'ai oublié le nom, vous avez une qualité de service qu'on n'a pas ailleurs. Il y a des endroits où c'est bien investi, et il y en a d'autres où c'est totalement désinvesti. Alors, je pose une question au Réunionnais à propos de ce qu'il dit. Oui. Combien de Mahorais qui meurent à l'hôpital de la Réunion qu'on leur rapatrie à Mayotte? Va chercher ce nombre. Ce sont soit des gens envoyés par l'administration coloniale, ou bien ce sont des familles qui cotisent pour envoyer leurs familles se soigner à La Réunion. Sinon, il n'y a rien. Il y a un petit plein de rien du tout, il faut que j'aille à La Réunion. Parce qu'ici, déjà, même les médecins, il y en manque. Il n'y a pas de médecins. Moi, ici, je vous donne un exemple. Il y a ma cousine à moi qui était partie accoucher à La Réunion. Aujourd'hui, j'ose à la radio, à la télé, le dire, on l'a fait boucher. On a fait une opération, mais le médecin l'a coupé tous les intestins. Heureusement que l'enfant a vécu, mais la maman est morte. Et j'ai porté plainte et j'ai jamais eu de réponse, ni la lettre, sauf certaines lettres que j'avais envoyées à Métropole, et j'ai eu des réponses, mais à Mayotte, jamais. Ces enfants sont là, cette fille, à quoi ils n'ont jamais eu quelque chose. Comment voulez-vous qu'on en parle de santé à Mayotte? Il n'y a pas de santé. Je ne sais pas ce que va faire Madame la ministre Dominique Voynet, qui sera directrice de RAS à Mayotte, mais la santé, je compte sur mon barocco pour ce plan médicinal que l'hôpital. Hein. Et aussi, comme tu dis, en fait, il y a, je pense aussi qu'il y a un désintérêt en fait pour les populations. Qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'améliorer le sort des populations. Et puis, il y a un pourrissement aussi. Ils laissent pourrir la situation. Pour répondre aussi sur la thématique des reconduites aux frontières entre guillemets, parce que, comme vous le savez, et comme ça a été démontré dans la précédente édition, le droit international ne reconnaît pas Mayotte comme étant un territoire français. Donc, vous avez plusieurs fois dans l'histoire de Mayotte, en fait, vous avez des opérations politiques en matière d'immigration. En ce moment, on est dans une situation où l'autorité, depuis le voyage de Macron qui est venu en juillet, je crois, cette année ou un peu plus tard, en octobre, non? C'était octobre, je crois. L'opération. Pardon? C'était octobre. Octobre, voilà, octobre. Donc l'opération Chikandra. Chikandra. C'est un poisson. C'est un poisson. Un poisson à peau dure. Ouais. Et donc la police fait son Chikandra, quoi. C'est-à-dire que maintenant vous avez des photos qui ont été mises sur Internet ou quoi, où vous avez la police qui va rentrer dans des endroits où normalement ils n'ont pas le droit de rentrer. Ou alors, pour donner un exemple encore plus concret, vous avez même des Mahorais qui toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais tous les mois, il y a au moins un Mahorais qui disparaît à Mayotte et qu'on retrouve à Anjouan.
parce que la police fait le chicandra. Voilà. Donc c'est une politique migratoire aussi qui nous emmène à nous poser certaines questions. Quoi. Mais le truc, c'est ce que je ne comprends pas. Dans mes recherches, je t'avais donné le document. Le document de Louis Philippe qui lie les 4 îles ensemble. Et d'ailleurs, ces îles, ils vivaient en autarcie, chacun dans son coin avec son roi. La Grande Comore, il y avait ses rois, Anjouan avait son roi, Mayotte avait son roi. L'arrivée de la France depuis 1600, il a fait en sorte qu'il a uni les 4 îles. Mais comme il les a unis, sachant que si les Comoriens sont sur les mêmes ondes, la France va avoir des problèmes. Il l'a désuni. Il a désuni. Et depuis, je vous dis que depuis 1600 que la France est dans le canal de Mozambique, elle s'installe. Imagine qu'en 1660, la France a vendu plus de centaines d'esclaves venant de Madagascar aux Anglais. Parce que les Anglais et les Français s'est partagé le gâteau depuis 1600. Et aujourd'hui, à Mayotte, dans tous les livres, dans tous les documents, tu trouves 1841. Et 1841, moi qui posais la question à ma cousine martiniquaise, qu'est-ce qui nous lie? Il se trouve que j'ai des parents qui ont été pris à Mayotte, vendus à Martinique, vendus à Nouvelle-Calédonie, vendus en Guyane et vendus au Salvador. Et aujourd'hui, comme esclaves, hein. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Et ça, c'est un sujet tabou et honteux. Tabou pour les Réunionnais, c'est honteux pour Mayotte. Ça, je le sais. Puisque j'ai vécu à La Réunion, au lycée hôtelier de Plateau-Caillou, pendant 4 ans, et j'ai vu des choses. Aujourd'hui, il se trouve que je suis lié dans le sang avec mon Bakoko, parce que ses parents ont des ethnies anti-morts. Et les anti-morts, ce sont les Maoris qui étaient pris à Mayotte, laissés à Madagascar pendant un certain temps, et puis pris, vendus soit à Maurice, soit à La Réunion ou ailleurs, et on n'en parle jamais. Et tout ça, le jour où on en parlera correctement, ce genre de trucs, ce sera mieux. Alors, ce que je peux proposer, c'est qu'on fasse une émission exprès pour ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, que ce soit à La Réunion ou Martinique, qu'on puisse justement parler de cette histoire colonialiste et puis un petit peu éclairer les gens en métropole qui sont, selon moi, ça n'engage que moi, hein, en train de vivre un néocolonialisme. On est en train de faire des gens esclaves du nouveau système, et partout chez nous les choses restent comme elles sont, empire ou peut-être même empire, et en métropole on voit la répression devenir dure comme à Mayotte. Les policiers sont mauvais, ils sont durs, ils sont comment vous dites? Chikundra. Chikandra. Opération Chikandra. Mais ils sont en train de devenir comme ça un petit peu partout, et ce serait bien un petit peu qu'on fasse le lien dans une prochaine émission. Alors je reviens en train de teaser encore. Si vous voulez voir une prochaine émission là-dessus et que ça s'entende et que ça se voit, les problématiques de Mayotte, La Réunion, Martinique, qui ont tout un lien avec ce qui se passe à la métropole, parce que l'air de rien, ben, si on est tous cousins, cousines, répartis sur toute la planète, c'est un petit peu lié à l'histoire de la France
et des colonies. Et j'aimerais avoir du coup une intervention de Rosa, savoir un petit peu comment vous la vivez, parce que j'ai cru comprendre que chez vous c'est un peu rude, et c'est encore une cicatrice que nous à La Réunion on porte. À Mayotte, une cicatrice c'est plus une cicatrice, c'est une blessure encore grande ouverte. Et en Martinique, comment tu pourrais rebondir sur le sujet et nous dire un petit peu de mots sur ce que vous vivez à propos de ça? Ben, comme tu disais, Anaïs, nous on a une version un petit peu plus soft que ce qui se passe à Mayotte, effectivement. Mais on est toujours là-dedans. On est toujours dans le colonialisme qui a pris une forme différente. Mais effectivement, il y a encore quelques familles qui détiennent la quasi-totalité de l'île, notamment au niveau économique. Donc il n'y a pas de concurrence, ils font ce qu'ils veulent, ils nous empoisonnent comme ils veulent, ils vendent les prix, enfin tous leurs produits à des prix pas possibles. Et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure concernant les aides de l'État, concernant le SMIC, le montant du SMIC horaire, même si ici on a un SMIC qui est équivalent à celui de la métropole, il ne faut pas oublier qu'on a des prix qui sont 4 fois plus chers qu'en métropole. En fin de compte, ce SMIC, on va dire, c'est comme s'il était en fin de compte plus bas que celui de la métropole, puisque tout coûte plus cher. Donc voilà, on est encore, effectivement, c'est un néocolonialisme, comme tu dis, où c'est voilà, quelques familles qui ont tout pouvoir ici en Martinique, avec une corruption généralisée, hein, avec des élus qui sont aussi copains grâce à des réseaux comme la franc-maçonnerie ou ces choses-là, qui de droite ou de gauche, mais en fin de compte, quand ils se retrouvent dans les loges, ils sont tous copains-copines. Et voilà, ouais, ce serait bien qu'on fasse une spéciale sur ça la prochaine fois, parce que je crois qu'on avait d'autres sujets aussi à... Ouais. Donc voilà, qu'on voulait évoquer. Donc voilà. Merci pour l'intervention, Rosa. Du coup, je vais un petit peu justement, on disait qu'on avait d'autres sujets à évoquer. Ça fait un petit moment qu'on y est. C'est très riche, c'est très fourni comme sujet. Je pense qu'on va réinviter Mayotte très souvent. Vous allez faire partie de l'équipe. Je pense que tout le monde est d'accord. On secoue les mains si on est tous d'accord. Ouais, pas super. Et comme ça, on va vraiment pouvoir, on sent vraiment le lien se créer et la parole se délivrer, et c'est gaillard. Et du coup, sur ce, on a vu un petit peu les problématiques de Mayotte, on a vu les points communs qu'on a entre chaque territoire, on a vu que Mayotte, en fait, on a pu constater que c'était vraiment, excusez-moi l'expression, la merde, et qu'en fait, compte, on nous bouchait les yeux. C'est pas pour rien qu'on fait notre média par nous-mêmes, pour nous-mêmes, comme il dit chez nous. C'est justement pour pouvoir dénoncer tout ça et avoir l'occasion de le faire avec les nouvelles technologies, comme le disait Vincent. C'est vraiment une opportunité. Merci à vous, merci pour vos interventions. Alors du coup, on va un petit peu continuer, on va avancer sur les sujets qu'on voulait aborder. On va peut-être directement aller vers Arthur qui voulait nous parler justement de... Donc on parle en ce moment de... Là, on vient de parler de tout ce qui est violence, tout ce qui est répression, tout ce qui est colonisation et on a même fait le lien sur le fait que le néocolonialisme, excusez-moi, s'étend justement jusqu'en Europe. On va vers une globalisation du colonialisme. Et du coup, on ressent un petit peu tout ça sur la gérance des sujets d'actu. Jawad voulait intervenir. Oui, juste faire une parenthèse Oui. vite et après je vais laisser la parole à nos amis. Mais effectivement, l'impérialisme tel qu'il a été défini par Kwame Nkrumah, hein, dans son stade ultime, c'est le néocolonialisme. C'est-à-dire le néocolonialisme est le stade ultime de l'impérialisme. Et dites-vous bien que économiquement, tout ce que sont en train de vivre les peuples européens en matière par exemple d'austérité,
ou de destruction des services publics, tout ça a déjà été expérimenté aux indépendances sur les peuples africains, dans les gouvernements et notamment par la mainmise des politiques par le FMI, le Fonds monétaire international. Donc, même après tout ce dont on parle, les violences policières en France, etc., ont été expérimentées dans les colonies, dans le contexte de colonisation. Et aussi le prolétaire français est considéré également comme un individu qui avait le même statut que l'indigène dans la colonie, c'est-à-dire qu'on le prive de ses droits et on a le droit de le tabasser et de le traiter comme à l'époque où il y avait une hiérarchie entre les hommes selon l'origine ethnique ou la religion. Merci pour cette Voilà, parenthèse. c'est ça, Très excellente. Merci de pouvoir mettre les mots dessus. C'est super. Et du coup, je disais, oui, à propos de ça, justement, l'austérité, on voit bien qu'en fait, c'est de pire en pire au niveau de la gestion des populations. Donc, on va revenir un petit peu sur le coronavirus, mais pas pour parler de lui, pour parler des conséquences que ça a eu. Donc, vous savez que en Outre-mer, on est toujours au stade 1 de la gestion de l'épidémie. On a quelques cas ici. Mayotte, vous êtes assez épargné pour l'instant. C'est Gaillard, tant mieux, parce qu'il y a déjà assez de problèmes comme ça à gérer. En Martinique, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des cas. Et donc, Arthur, il nous propose de voyager un petit peu, d'aller faire un tour en Italie et de nous montrer un petit peu ce qui risque d'arriver s'ils ne savent vraiment pas comment gérer. Et on se pose des questions, on se dit, bon, ils savent pas trop gérer. Donc voilà, je vais laisser la parole à Arthur du coup et on va pouvoir un petit peu extrapoler et voir un petit peu ce que ça va donner, ce que ça pourrait donner chez nous ou pas. Alors ouais, du coup, donc c'est pour parler des prisons, de la situation des prisons en ce moment en Italie. Il se trouve que depuis dimanche, il y a des révoltes qui ont éclaté en fait dans 28 prisons italiennes. Notamment 2 à Rome, une à Naples, une à Gênes, à Modène, à Parme, à Bologne. Enfin, au total, il y a 27 villes concernées. Et donc, du coup, voilà, donc une petite histoire. En fait, ça a commencé à Modène. Du coup, dimanche dernier, en début d'après-midi, dans la section des prisonniers des prisonniers travailleurs, en fait, à la prison de Sant'Anna. Il y a un soulèvement qui s'est levé, les prisonniers se sont indignés et il y a eu 2 agents en fait pénitentiaires qui ont été blessés. Tous les autres agents avec les 2 blessés du coup ont évacué illico presto les lieux quoi. Et c'est quoi la raison des révoltes? Pourquoi ça a pété comme ça? Alors du coup en fait ça vient ça vient en fait des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour endiguer du coup le coronavirus. L'idée c'est du coup que ça ne puisse pas se propager dans les prisons, enfin c'est ce qu'ils avancent en tout cas. Et donc pour ça ils ont décidé d'enfermer encore plus les prisonniers. Du coup pour ça ils ont annulé les visites familiales amicales. Ils ont du coup ils ont révoqué les médiateurs, donc c'est-à-dire tout ce qui est association, tout ce qui est aide juridique, visite d'avocat, tout ça c'est supprimé. Les intervenants aussi qui viennent parfois pendant les prisons pour faire des choses quoi, enfin je sais pas, des ateliers, des activités, des trucs, enfin essayer de changer un peu le quotidien des gens quoi. Et aussi du coup un rapatriement immédiat en fait des prisonniers en semi-liberté. Ils sont tous retrouvés du coup enfermés dans la prison, sachant que les matons, eux autour, ils ont tout à fait le droit de rentrer, de sortir comme ils veulent, ils font leur vie et c'est vraiment une volonté vraiment d'enfermer les prisonniers quoi. Et donc, du coup, suite à cette décision, en fait, les gars à Modène, ils sont révoltés. Ils ont bougé, et en fait, donc tout le personnel pénitentiaire a évacué les lieux. Et il y a le Gruppo Operativo Mobile, qui est l'équivalent en fait de l'ERIS en mode français, quoi. C'est l'équipe régionale d'intervention et de sécurité. Sont arrivés, ils sont
sont rentrés dans la prison et là en fait on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ce qui est sûr c'est qu'on a entendu des tirs et qu'il y a 6 prisonniers qui se sont fait tuer. Et juste pour une petite information, Eris du coup, donc eux leur rôle en fait c'est d'empêcher les évasions, de broyer les mutineries et de tenir et d'imposer une ambiance de terreur un peu en fait dans les prisons quoi. Et aussi du coup Eris c'est aussi un clin d'œil à la déesse grecque Eris qui est la déesse de la discorde. Un espèce de clin d'œil un peu de mauvais goût quoi. Et du coup donc les gens se sont révoltés et pour endiguer en fait un peu la révolte, l'État a décidé de dispatcher les prisonniers, du coup impliqués, de les envoyer dans différentes prisons du pays, parce que du coup l'information s'est répandue et c'est comme ça en fait que toutes les prisons, enfin une majorité des prisons c'est levé quoi. Il y a aussi le fait qu'en Italie, il y a 70 000 prisonniers au total pour 46 900 places. Il y a un taux de suicide, il y a à peu près un suicide par semaine, un peu plus d'un suicide par semaine du coup en Italie dans les prisons. Alors ça c'est les chiffres de 2018. Et alors attendez, du coup je me suis un peu perdu dans les notes. Hop, impeccable, c'est bon. Et du coup voilà, en fait il se trouve que l'Europe a porté plainte à plusieurs reprises contre du coup l'Italie, notamment en 2018 et puis le 20 janvier dernier, pour du coup un manquement de matériel, actes de torture, utilisation abusive de cellules d'isolement, passage au tabac de prisonniers, malnutrition, insalubrité, enfin bon, ce qu'on peut imaginer dans une prison qui est surpeuplée où il y a deux fois plus de personnes que prévu quoi. Et donc du coup dans tous ces mouvements, dans toutes ces prisons qui sont levées en fait et qui ont décidé de se révolter. Il y a notamment à Foggia, il y a 50 personnes qui ont réussi à s'évader, il y en a 30 qui se sont fait rattraper et franchement une belle escapade aux autres. Il y a à Milan, il y a une quinzaine d'insurgés qui ont occupé les toits et du coup qui sont sur les toits et qui restent dessus. Et du coup pareil, courage à eux. Et à Modène, du coup la prison a brûlé. Elle est partie dans visiblement 3 superbes colonnes de fumée noire et c'est cool. Très bien. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que dès le début en fait de cette insurrection il y a eu un énorme soutien de la population à l'extérieur. C'est-à-dire que là maintenant actuellement il y a des manifestations qui sont du coup à l'extérieur des prisons autour et il y a des colonnes de flics qui sont dans tous les sens qui essaient à la fois de bloquer les manifestations extérieures et en même temps qui extraient les prisonniers de dedans qui sont dits perturbateurs, sachant qu'il y en a qui pareil sont matraqués, ça passe à coups de matraque. On parle même de personnes qui sortiraient dans des sacs. Alors est-ce que c'est les gens qui sont morts pendant la première opération ou est-ce que c'est d'autres personnes? Parce que maintenant en fait il se passe que dans la prison on ne sait plus du tout ce qui se passe, ce qu'il y a quoi. Et donc il y a aussi des gens qui partent en sac quoi. Et du coup voilà, la police a voulu demander aux prisonniers du coup enfin pas aux prisonniers, aux familles des prisonniers du coup d'envoyer des messages à l'intérieur pour leur demander d'arrêter l'insurrection, truc qui n'a pas fonctionné. Les gens ont refusé du coup d'envoyer ça. Et donc voilà, du coup après là c'est les informations qu'on a en ce moment de ce qui se passe. J'essaie de chercher un petit peu d'autres infos. Apparemment les évadés courent toujours. Et le seul qui en parlait c'était BFM, et autant dire que c'était un peu de la merde, enfin on n'apprenait rien de plus quoi. Donc voilà, et du coup pour ça, par rapport à ça, du coup je vous encourage à regarder le documentaire du coup de Fabienne Godet qui s'appelle Ne me libérez pas, je m'en charge, qui est un super documentaire sur
ça parle de Michel Beaujour qui était un braqueur dans la même période que Mérine, quoi. Mais bon, c'était un autre gars et lui, ouais, il s'est évadé 27 fois. Il a passé 30 ans de sa vie en prison et il a jamais regretté de s'être évadé de là-dedans. Et je vais vous lire un petit passage. Alors si oui, il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que du coup les informations que j'ai eues, ça vient du coup d'un article qui vient du site du coup de Disjoncté, enfin qui s'appelle disjoncté.information.info. C'était un article du coup qui a été écrit le 10 mars et mis à jour le 11. Et après, plus personne ne parle de rien, quoi. D'accord. Du coup, voilà, tous les autres articles qu'on a vus, c'était pareil, ça datait du 10-11, et voilà. Les seuls derniers, c'était BFM, mais ils redisaient la même chose, quoi. Du coup, voilà, c'est juste ça. Des questions, Ouais. Alors du coup, tu es en train de nous dire tout ça, là, toutes ces mutineries, des morts, des fumées, des bâtiments qui brûlent, tout ça part de la gestion de l'État italien du coronavirus. Bah tout ça c'est une accumulation en fait, voilà, ça c'est que le coronavirus ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi, et du coup il se trouve qu'avec toutes les conditions déjà difficiles que les gens supportent du coup en prison, que ce soit en France ou en Italie, parce que les conditions en France c'est exactement la même chose, hein, faut pas oublier qu'on a des grèves de la faim actuellement dans les prisons et que l'État ne fait rien et qu'il y a aussi une surpopulation énorme, une insalubrité énorme, des violences incroyables. Enfin, c'est franchement, si on veut créer de la délinquance et de la violence, fabriquer des prisons, quoi. Je voulais faire du coup un parallèle. Si on peut le faire, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Du coup, ils sont confinés, ils sont enfermés et il y a peu d'informations qui sortent de ce qui se passe là-bas. Il y a des morts qui sortent ou des gens qui disparaissent. C'est une prison. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la situation dont on parlait à propos de Mayotte? C'est-à-dire que vous êtes enfermés, on va dire que ce qui se passe à l'intérieur, on n'a pas idée de ce qui se passe. Il y a de la violence. Qu'est-ce qui provoque la violence dans les prisons? C'est le confinement, le manque de moyens, pas de visite, pas de santé. Et Mayotte, c'est à peu près pareil. C'est comme si un petit peu, on vous avait mis un peu en prison, quoi, peut-être. Est-ce que c'est pas un petit peu... Oui, Maoli fait oui de la tête. Tu vois, comme quoi, il y a plein de choses qui sont liées. Et tout ça part, du coup, du coronavirus. Et en fin de compte, on voit bien que au lieu de gérer du coup le problème, il se passe que il y a un genre de débordement des problèmes qui existent déjà, qui sont déjà très lourds. En France, par exemple, avec toutes ces manifestations gilets jaunes, déjà, il y a, à mon avis, tous les jugements qu'il y a, à mon avis, les prisons ont dû gonfler. Vincent, oui, il dit oui aussi de la tête. Et d'accord, est-ce que c'est pas une situation qui pourrait nous arriver aussi de péter là où justement la marmite elle bout et que la pression, la soupape, elle est pas relâchée un peu? Ouais, c'est une question ouverte à ceux qui écoutent, qui regardent, à vous tous. Et après, du coup, je vais te laisser finir, tu allais nous lire un truc, je te laisse finir par là. Vas-y, on va continuer. On peut continuer comme ça, sur le sujet comme ça? Allez, on essaye alors. Levez la main, Jawad. Jawad, lève la main. Oui, l'insularité, en fait, j'étais en train de régler. Et puis, je fais un... Désolé. L'insularité, on pourrait se retrouver avec des mesures extrêmes et répressives, puisque en plus on est dans des contextes où on est dans des îles, donc le virus pourrait se propager beaucoup plus rapidement. Aussi, je pense à Mayotte où il y a une densité de population, je crois que si ce n'est la plus élevée des régions d'outre-mer. Et en plus, vous avez, comme j'ai souligné tout à l'heure, une population qui n'a pas accès à l'eau. Donc les règles d'hygiène ne seront pas applicables à Mayotte comme ailleurs. Ouais. Donc si le virus se propage, c'est clair et net que l'incapacité de l'État fera qu'ils vont adopter ce genre de mesures-là. Ça, c'est fait aussi pour ça nous prouve aussi leur incompétence en fait, leur amateurisme par rapport à ce virus-là. Après, bon, je comprends qu'on en est, hein. Je comprends qu'on en est.
c'est quelque chose d'assez surprenant ce qui est en train de se passer. Mais je pense aussi qu'il faut souligner que les Français en général, bon pas en général, mais une bonne partie de personnes se sont moqués un peu des Chinois, de la gestion par l'État chinois du problème. Et je pense que la Chine est en train de prouver qu'en ce moment, ils ont fait face au virus. Nous, on est en plein dedans. Donc on peut se poser des questions sur effectivement notre... Bon, est-ce qu'il n'est pas un peu amateur dans ce phénomène-là? Et du coup, j'aimerais me tourner vers Vincent, qui connaît un petit peu aussi, qui nous disait hier en préparation d'émission qu'il aurait pu étayer, qu'il pouvait étayer un petit peu le sujet d'Arthur. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que à force, par exemple dans l'Oise, je ne sais pas comment la situation a évolué, à force on pourrait se retrouver avec des confinements, parce que ça y est, la métropole, la France est confinée, certainement qu'on va peut-être suivre le pas une fois que... Parce que c'est pas, comme disait le préfet ici, même si c'est pas un grand homme, je suis pas forcément trop fan de lui, mais il a dit, la question n'est pas de savoir quand est-ce que le virus va arriver, mais... non, et si le virus va arriver, mais plutôt quand. Donc certainement on va un petit peu suivre, et quand on voit l'amateurisme, comme dit Jawad, qu'il y a derrière la gestion d'un peu tout, en vrai, c'est pas que le virus, hein, l'État il gère un peu tout, on se pose des questions d'où ils sortent leurs mesures et tout ça, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et surtout, est-ce que les manifestations gilets jaunes, les manifestations quelles qu'elles soient, est-ce que ce coronavirus-là serait pas, comment dire, prétexte à devenir encore plus rude, déjà que c'est dur, comme ce qui se passe en Italie dans la prison, où on voit des gens sortir en sac et qu'on ne sait pas trop, est-ce que ce serait pas un prétexte? Oui, bien sûr. Hein. Si tu veux, puisque donc on a eu l'allocution présidentielle hier, qui nous annonçait des premières mesures de fermeture des écoles. Mais comme je disais, ce qui était le plus important dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a demandé aux Français d'être donc solidaires et disciplinés en face des prochaines mesures. Et là, il a ouvert évidemment un champ sémantique qui fait qu'on peut se prendre maintenant tout et n'importe quoi comme durcissement. Et de fait, cet après-midi, en tout cas en début d'après-midi, donc heure métropolitaine, le Premier ministre vient d'annoncer qu'il interdisait tous les rassemblements de plus de 100 personnes. Donc c'est terminé pour les manifestations. Donc si tu veux, c'était... Tu vois, on est vendredi, demain il y a la grosse journée de mobilisation sur Paris. Donc il y a des annulations, ça y est, la manifestation pour le climat annule. Même la manifestation qui dénonçait les violences policières annule. Il y a des gilets jaunes qui annulent leurs événements. Enfin, il n'y a plus que quelques gilets jaunes qui maintiennent malgré tout leur volonté, leur détermination à manifester. Mais donc voilà, il y a un vrai durcissement. Et de fait, je pense que l'exemple de l'Italie montre qu'effectivement, ça va générer des crises incroyables. Moi, je suis même vraiment étonné qu'on puisse fermer un pays comme l'Italie. C'est-à-dire, il n'y a plus de touristes, les avions sont vides, toutes sortes d'activités donc tournent à vide. C'est presque suicidaire en termes d'économie locale, si tu veux, ce qui s'organise. Donc c'est vraiment très surprenant, puisqu'encore une fois, oui, le coronavirus, pardon, est un truc évidemment dangereux. Maintenant, il s'avère qu'il n'est pas plus dangereux que les autres épidémies annuelles. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de propagande et d'affolement médiatico-politique autour de cette épidémie-là? Pour moi, c'est mystérieux. En Italie, le chiffre est d'hier. Hein. Donc, en Italie, donc, il y a plus de 600 morts, c'est énorme. L'âge moyen des morts, c'est 83 ans. Donc, on se retrouve bien avec un phénomène de grippe, comme chaque année, ou l'équivalent grippe, c'est pas une grippe, hein, on est d'accord, comme chaque année, qui touche effectivement les personnes qui ont le moins d'immunité et
et qui ont des faiblesses. Mais c'est étonnant justement cette réaction disproportionnée, totalement disproportionnée par rapport à cette réalité sanitaire somme toute commune. Parce que je rappelle que c'est pareil. Donc l'épidémie s'est développée du fait du commerce international, du trafic aérien, des communications internationales, etc. Mais tous les ans, les grippes font le tour du monde par ce biais-là, si tu veux. Voilà. Bon, moi je trouve ça assez particulier, mais en tout cas, les États, certains États en tout cas, utilisent, dont la France malheureusement, utilisent l'argument du coronavirus pour faire un sacré coup de vis en termes de droits et libertés. Ça c'est clair. Et alors déjà, effectivement, hein, même moi j'en apprends beaucoup, là, merci les amis de Mayotte, hein, sur ce décalage total qu'il y a effectivement là sur cette république à 2 vitesses ou à 3 ou 4 vitesses. En ce qui vous concerne, c'est totalement scandaleux, évidemment, quoi qu'au XXIe siècle, encore tu te dis, allez, on est en 1970, allez, on sort de toutes ces périodes tumultueuses du XXe siècle, d'accord, mais là on est en 2020, et que ça soit encore à ce niveau-là, mais c'est scandaleux, c'est minable de la part des hauts fonctionnaires et des hommes politiques, il faut bien le dire, hein, voilà. Alors moi je me permets, mon frère, hein, puisque j'ai la victoire de la parole, de l'utiliser de temps en temps. Voilà. Bah, du coup, oui, j'aimerais dire oui, faire passer des trucs vicieux, comme pour le comment ça s'appelle, les terroristes, parce qu'il y a plein de lois qui sont passées en civil, et du coup Rosa, elle voulait intervenir. Ça fait un moment qu'elle fait twing twing twing. Donc moi je suis entièrement du même avis que Vincent. Ok, on a un virus, ok, il y a de la mortalité comme tous les virus. Mais moi je pense que cette surréaction des différents gouvernements, des différents pays, c'est pour nous tester. Ils testent notre capacité à obéir. Ils testent la capacité des États à réagir face à une éventuelle pandémie. Et moi, j'ai envie de dire, heureusement que ce virus n'est pas si dangereux que ça. D'ailleurs, apparemment, la Chine est en train de s'en remettre. Parce que si ce virus était vraiment si dangereux que ça, vu la non-gestion, en tout cas de notre gouvernement français, je peux vous dire qu'on serait carrément dans la grosse merde. Et là, j'aurais envie de dire, sauf qu'il peut, quoi. Donc, heureusement qu'on n'est pas face à un virus extrêmement mortel comme pourrait l'être peut-être le prochain qui viendra, une fois qu'ils nous auront bien testés. Mais voilà, c'est dissonant de toutes parts. Même les mesures prises par le gouvernement n'ont aucune logique. Donc, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, mais par contre, vous pouvez aller vous entasser dans le métro, il n'y a pas de problème, allez-y. Et allez voter. Ils interdisent aux gens d'aller dans les EHPAD pour aller voir leurs proches, mais pendant ce temps-là, ils autorisent les directeurs d'EHPAD à aller récolter des procurations pour les municipales. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'Alzheimer dans les EHPAD qui vont soudain se souvenir pour qui ils vont voter pour les municipales. Enfin voilà, pendant ce temps-là, on ne parle pas du 49.3, hein, qu'on nous l'a mis bien profondément. Ça, c'est un mot que Macron adore utiliser, le mot profondément. Je suis désolée, j'ai des problèmes de connexion. Et puis, bon, c'est pas grave, mon truc s'est mis sur la batterie. Donc voilà, pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Il y a une surmédiatisation, c'est du H24. H24 sur ce coronavirus. Et alors on vous dit paniquez, ne paniquez pas, paniquez, ne paniquez pas, faites ci, ne faites pas ça. Ils invitent pléthore d'experts, hein, qui dit oui, l'autre qui dit non, et puis bref, en fin de compte, ça ne peut que paniquer tout le monde. Macron en profite pour redorer son blason. On ne parle pas des violences policières, alors que Mediapart a sorti un article absolument oui, sur Didier Lallemand, hein, sur des notes qui auraient été divulguées montrant que la gestion catastrophique du maintien de l'ordre. Et ben ça, on n'en parle pas. Didier Lallemand est toujours en place. Visiblement, il va y rester encore pour un petit moment, je pense. Et voilà, donc on surmédiatise ce conarovirus, hein, moi je l'appelle le conarovirus. Et voilà, et effectivement, pour rebondir aussi, en Martinique, on a une épidémie de dingue qui est en recrudescence là, depuis le début de l'année.
Il y a eu un mort au mois de février. Que je sache, il n'y a pas eu de mort encore en Martinique du coronavirus. Par contre, on a eu un mort de la dengue et une recrudescence de cas. En 2010, il y a eu 18 morts de la dengue en Martinique. Il n'y a pas eu tout ça, enfin, il n'y a pas eu toutes ces mesures de précaution par rapport à ces choses-là. Et puis, par rapport à la grippe, c'est tous les ans des milliers de morts de la grippe. Alors, est-ce que l'économie s'arrête tout d'un coup? Est-ce qu'on arrête les écoles parce qu'il y a une épidémie de grippe? Non. Donc là, moi, je pense qu'ils utilisent, en fait, ce virus-là. OK, il y a un virus, hein, ça, je ne le nie pas. Après, de savoir d'où il vient, je ne peux pas le dire non plus. Mais il y a une utilisation vraiment aberrante de ce virus-là pour nous tester, pour nous empêcher de faire des choses et pour occulter aussi tout le reste de l'actualité. Voilà. Merci Rosa. Et du coup, bah, oui, rapidement, si on peut, parce qu'on va cumuler 2 heures de vidéo. Alors oui, Maouli. J'ai une question. Est-ce qu'on ne peut pas sortir Mayotte de tout cela? Parce que Mayotte, nous, on n'a pas peur. Parce que actuellement, on dit qu'au Sénégal, il y a ce virus. Paraît-il, hein, il y a le virus. Et combien des virus d'Ebola qui arrivent au Mayotte? Combien de virus de je ne sais pas quoi, ça, qui arrivent? Nous, on n'a pas peur. Nous, on est les sous-France de la France. Voilà. C'est ce que je veux. Comment voulez-vous que nous ayons peur? Combien de clandestins arrivent tous les 4 minutes à Mayotte avec tous les virus qu'il y a dans ce monde? Oui. Alors, comment voulez-vous que nous... Venez, on va faire le Manzaraka. Le Manzaraka, c'est le repas familial de mariage. Et tout ça, tous les jours, tous les samedis, tous les 4 minutes, il y a des Manzaraka à Mayotte. Il y a le Daïra, on se réunit. Il y a les Midi. Et tout ça, on est ensemble. On ne se sépare pas. Et actuellement, on nous dit, oh, ne touchez pas ton camarade, ne donne pas de bisous. Non, non, non. Super, merci pour le message, Maouli. Moi, ce que j'entends, arrête-moi si je me trompe, j'entends qu'en fait, il faut éviter clairement de paniquer et de suivre ce qu'on veut qu'on fasse, c'est-à-dire paniquer, devenir violent, aller courir aux magasins, etc. etc. La solidarité et puis l'entraide surtout, comme disait Maouli, plutôt on voit quelqu'un malade sur la route, malade et par terre, on va le laisser par terre. On va, sous prétexte de coronavirus ou je ne sais pas trop quelle autre maladie, il y en a tellement d'autres, comme dit Maouli. De toutes les manières, il vaut mieux ne pas avoir peur parce que vraiment on a autre chose à se poser des questions, comme le soulignait Rosa, il y a plein d'autres choses qu'il faudrait qu'on ouvre vraiment les yeux dessus. Merci pour vos interventions, Rosa. Merci à Maouli et Jawad. Merci à Vincent et au QG des Azalées qui nous a quittés en route. Nous arrivons un petit peu je pense. à la fin, oui, peut-être plus de batterie. Nous arrivons un petit peu à la fin parce qu'on cumule, ça y est, 2 heures d'émission, mais c'était tellement riche. Alors, je fais un appel à ceux qui regardent l'émission, qui l'écoutent de la métropole ou d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour voir la suite parce que vous allez revoir Maouli, Jawad, Rosa et le QG des Azalées. Vous allez revoir le maquis aussi chez nous autant que sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus aussi. Vous allez nous retrouver sur la chaîne du QG des Azalées. N'hésitez pas. On va pouvoir encore voyager avec des petites parenthèses comme nous a amené Arthur ce soir qui pourra nous faire justement discuter de nos situations. N'hésitez pas à partager, diffuser, mettez un pouce bleu. Merci encore les amis. Et ne ratez pas l'Outre-mer 2.0 vendredi prochain. Voilà, je vous remercie tous et on va finir la vidéo comme ça. On est d'accord? Qui disent au revoir. Oui, à leur tour. Moi, je vous laisse dire au revoir aussi. C'est vrai, tu as raison. Pardon.
Ouais, bah, au revoir tout le monde, et c'est super, merci. Effectivement, c'est 2 heures que j'ai pas vu passer. Voilà, j'ai voyagé avec vous, merci beaucoup. Et j'espère que les auditeurs voyageront aussi. Et vraiment, oui, je crois que c'est pas parce que simplement c'est intéressant, c'est parce que c'est vraiment important, ces choses dont nous parlons. Et on doit absolument reproduire ce travail et développer, je ne sais pas comment, mais on va le développer, j'en suis persuadé. Et on va, là justement, j'ai un ami, donc Lolo de Mayotte, qui n'a pas pu venir là, mais qui viendra la prochaine fois aussi, qui est un habitant de Mayotte, mais qui est pour le moment en métropole. Donc ça pourrait être intéressant aussi de faire un lien justement avec les gilets jaunes sur le terrain. Enfin bon, affaire à suivre. Affaire à les suivre. amis, et à très bientôt. Si vous voulez voir ça, suivez la vidéo. Je laisse la parole du coup à Maoui et Jawad pour les au revoir. Après Rosa. Ah bah. Ah, Je Rosa. n'ai pas entendu, pardon. Mais je dis merci, je vous remercie, je vous dis que c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Il n'y a que ça en fait, parce que tout pouvoir qui viendrait et qui ne serait pas basé sur une population qui n'aurait pas suffisamment de connaissances, de compétences, de savoir sur comment elle est soumise à ce pouvoir-là ne va pas tenir en place. Donc si on veut proposer une alternative, il faut déjà que nous, entre nous, on échange dans le cadre de l'éducation populaire ou maintenant avec les nouvelles technologies, comme on a fait ce soir. Donc merci. Et puis je suis content parce qu'on n'a pas parlé des mères. Super, Rosa, quelques mots à dire pour dire... Eh ben, merci à tous. Maoli et Jawad, je ne vous connaissais pas et ravi d'avoir fait votre connaissance. Et maintenant qu'on est connecté, eh ben, on va le rester. Ça nous rend plus forts. Et comme on dit ici, plus fast, Chamberen, nous pas mollir. Et ensemble, voilà, on va y arriver. Bravo. Bravo à tous. Ouais.